Dakota du Sud, États-Unis, 31 octobre 1941. Après 14 ans de travaux, le mémorial du mont Rushmore est inauguré. Le projet, lancé dans les années 20, vise à dynamiser le tourisme de la région en créant une sculpture monumentale représentant les grandes figures de la nation américaine. George Washington symbolise la naissance des États-Unis. Thomas Jefferson, son expansion, avec l'achat de la Louisiane. Theodore Roosevelt, son développement, avec la construction du canal de Panama, qui relie par voie maritime l'Est à l'Ouest du pays. Et enfin, Abraham Lincoln incarne la préservation de la nation, pour son rôle joué durant la guerre de sécession. En effet, entre 1861 et 1865, les États-Unis se déchirent lors d'une terrible guerre civile. Elle restera dans l'histoire comme la guerre qui aura fait le plus de pertes américaines, entre 600 000 et 800 000 morts. La cause de ce conflit fratricide est attribuée au désaccord entre Nord et Sud vis-à-vis de l'esclavage, mais trouve ses racines dans des oppositions plus profondes entre États, au niveau économique et social, mais également institutionnel. Revenons sur ce conflit traumatique de l'histoire américaine, et cherchons à déceler les causes de la rupture entre États du Nord et du Sud, avant d'observer les marques qu'elle laissa sur la jeune nation. Durant la guerre de sécession, un petit objet métallique apparaît timidement pour la première fois. Le dog tag, la plaque d'identité militaire. Elle permet d'identifier un soldat tombé au front, d'ensuite prévenir sa famille sur les circonstances de sa mort, mais aussi de mieux rendre compte des pertes subies. Les données des armées fournissent ainsi des renseignements précieux pour les généalogistes et permettent plus facilement de retracer leur histoire familiale. Et c'est justement ce que propose le sponsor de cette vidéo, MyHeritage. MyHeritage est le site numéro 1 de généalogie dans le monde et permet de construire son arbre généalogique très facilement en proposant plus de 19 milliards de documents historiques. C'est ainsi que je me suis lancé dans mon arbre généalogique et découvert qu'un grand-oncle était décédé pile poil un mois avant la fin de la guerre de 14. On peut également y voir son régiment et ses décorations, mais aussi l'acte de naissance numérisé. De manière intuitive, des correspondances se sont créées, et très rapidement, sur toute une branche familiale, j'ai pu remonter jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'en 1651. C'est absolument fascinant et même vertigineux, car avec quelques informations initiales, date de naissance de mes parents et grands-parents, les recoupements m'ont permis très facilement de découvrir des ancêtres lointains. MyHeritage détecte les correspondances avec d'autres arbres généalogiques, qui nourrissent ainsi votre propre arbre. Une fois lancé, cela devient presque addictif, car de nouvelles entrées s'ajoutent constamment, et la curiosité pousse à toujours chercher plus loin dans le passé. Un véritable voyage dans le temps. MyHeritage propose également une fonctionnalité permettant de coloriser, améliorer et animer les vieilles photos de famille en noir et blanc. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur MyHeritage, vous bénéficierez de 14 jours d'essai gratuits, plus 50% de réduction sur l'abonnement premium. Encore merci à MyHeritage de soutenir la création de cette vidéo. Et revenons à la période qui a vu naître la fameuse plaque d'identité militaire, tant le carnage était grand, la guerre de sécession.
ses racines dans l'opposition de deux modèles économiques. Le Sud est rural, agraire et patriarcal. On y cultive le tabac, la canne à sucre et surtout le coton. Le modèle de la plantation y est majoritaire et la main-d'œuvre y est essentiellement servile. Au début du 19e siècle, la culture de coton devient industrielle grâce à l'invention de la machine à égrainer. Le coton se répand alors dans tout le Sud et devient roi. Le succès de cette monoculture participe au décollage économique des États-Unis, en assurant pour plus de la moitié des exportations de l'Union. Chez les grands propriétaires, la peur de la révolte servile pousse à réprimer violemment toute tentative d'insubordination, et la surveillance se renforce. Le Sud s'enferme dans un modèle de plus en plus contesté par les États du Nord. Le Nord, quant à lui, est en pleine révolution industrielle. C'est l'Amérique des affaires et du profit. Depuis les années 1840, l'industrialisation se fait à marche forcée et se couple à des innovations techniques. Le Nord a également la main sur une grande partie des ressources en charbon et en acier. De grands empires industriels voient alors le jour dans les domaines de la métallurgie, du textile et de la mécanique. À la veille de la guerre, le Nord possède 80% des usines du pays. Une véritable révolution des transports se produit, grâce à la construction de canaux et surtout grâce aux chemins de fer. Ces nouveaux réseaux permettent d'acheminer les denrées de l'Ouest vers les ports actifs de la façade atlantique. À cette révolution se couple une immigration importante venue d'Europe, qui fournit la main-d'œuvre et de nouveaux consommateurs. Ainsi, si le Sud est favorable au libre-échange afin d'exporter ses productions de coton, le Nord est lui beaucoup plus protectionniste afin de protéger son industrie, son marché intérieur en pleine expansion lui étant suffisant. Si Nord et Sud sont différents, ce ne sont pourtant pas deux mondes totalement hermétiques. Le Nord a besoin des denrées du Sud, et inversement, les cultivateurs de coton du Sud sont dépendants des marchands et courtiers du Nord pour le commerce de leurs produits. Démographiquement, le Nord est beaucoup plus peuplé, avec 21 millions d'habitants, contre 10 millions dans les États du Sud, comprenant 4 millions d'esclaves. Les courants anti-esclavagistes voient le jour dès le début du 19e siècle, et proposent diverses solutions. Si le journal The Genius of Universal Emancipation est favorable à une émancipation progressive, l'American Colonization Society se donne pour but d'organiser le retour des esclaves émancipés vers l'Afrique, en achetant des terres et créer ainsi le Liberia. Cependant, l'entreprise échoue, trop chère et suscitant les critiques. Ce n'est qu'à partir des années 1830 que la thèse abolitionniste prend de l'ampleur. Ce grand réveil est porteur de réformisme. Des campagnes de sensibilisation auprès de l'opinion sont menées. Les pamphlets circulent, et des pétitions sont adressées au Congrès. De nombreux textes dénonçant les conditions de vie des esclaves sont publiés, le plus célèbre étant la case de l'oncle Tom. L'aide aux esclaves s'organise en un véritable réseau clandestin. L'Underground Railroad a pour objectif de faire passer les esclaves en fuite vers les États libres. Afin de justifier l'esclavage, se développe une réflexion raciste reposant sur des arguments bibliques. L'esclavage est également présenté comme un modèle paternaliste, plus enviable que l'exploitation capitaliste des ouvriers dans les usines du Nord. Mais c'est de nouveau l'expansion vers l'Ouest qui devient le catalyseur des tensions entre Nord et Sud. En 1854, le Kansas-Nebraska Act permet à ces deux territoires ouverts à la colonisation de choisir l'esclavage, alors que le compromis de 1820 devait en faire des États libres. C'est la victoire du principe de souveraineté des États, mais aussi du camp esclavagiste, qui peut désormais étendre l'esclavage dans les nouveaux territoires du Nord. Immédiatement, des violences connues sous le nom de Bleeding Kansas éclatent entre les Border Ruffians, une milice esclavagiste levée par les grands propriétaires du Missouri, et les abolitionnistes, menés par John Brown. Une affaire accentue les divisions politiques. L'esclave Dred Scott, qui suit son maître dans l'Illinois, État libre, voit sa demande d'émancipation refusée. La Cour suprême estime que sa condition d'esclave ne lui permet pas d'intenter un procès, l'esclave étant considéré comme un bien et non une personne, et ne possède par conséquent aucune existence juridique. Par cette décision, la Cour suprême déclare que la Constitution ne permet pas au Congrès d'abolir l'esclavage. En 1859, John Brown, à la tête d'un petit groupe d'abolitionnistes, attaque un arsenal pour s'emparer d'armes afin d'organiser un soulèvement d'esclaves. Brown est arrêté, condamné pour trahison, puis pendu. L'affaire du Kansas-Nebraska entraîne l'éclatement des deux partis politiques traditionnels.
Le parti Whigs se déchire entre pro- et anti-esclavagistes. Sur ces divisions émerge un nouveau parti politique, fondé en 1854, le Parti républicain. Ce dernier représente plutôt les intérêts du Nord, mais est lui-même divisé entre radicaux et modérés sur la question de l'esclavage. Le Parti démocrate se divise également et prend de plus en plus l'allure d'un parti défendant les intérêts du Sud. C'est dans ce climat survolté qu'a lieu l'élection présidentielle de 1860. Les démocrates se donnent deux candidats, un modéré, Stephen Arnold Douglas, et un radical, John Breckinridge, qui souhaite la généralisation de l'esclavage sur l'ensemble du territoire. Certains démocrates réclament une reprise immédiate de la traite et émettent l'idée d'une sécession en cas de victoire républicaine. Habilement, les républicains choisissent un homme pondéré sur la question, Abraham Lincoln. Le thème principal de sa campagne porte sur le maintien de l'Union. Enfin, un dernier candidat émerge. C'est John Bell, candidat de l'éphémère Parti constitutionnel de l'Union, regroupant des anciens du parti Whigs, qui fait lui aussi campagne pour le maintien de l'unité. Le 6 novembre, c'est finalement Lincoln qui est élu à la Maison-Blanche. Entre l'élection de Lincoln et son investiture, l'Union se déchire. Dès le 20 décembre 1860, la Caroline du Sud est le premier État à franchir le pas. La Convention réunie à Charleston vote à l'unanimité la sécession, choisissant de rompre le pacte fédéral au nom de la défense des traditions sudistes. Entre janvier et février 1861, ce sont 6 autres États qui font sécession. Le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas. Le 4 février, la Confédération des États d'Amérique est actée à Montgomery, dans l'Alabama. Jefferson Davis, sénateur du Mississippi, est désigné président de la Confédération pour 6 ans. Une nouvelle constitution est adoptée, insistant sur le caractère souverain et indépendant de chaque État, et reconnaît explicitement l'esclavage. Mais la sécession n'est pas encore la guerre. Face à la situation, le Nord est divisé. Le 4 mars 1861, arrive enfin l'investiture de Lincoln, et tous attendent son discours. Ses paroles cherchent l'apaisement et appellent à l'unité nationale. Il rappelle que son but est de sauvegarder l'Union, et non d'abolir l'esclavage. Mais il conteste la sécession, et prévient que tout acte de violence sera considéré comme insurrectionnel. Les tensions se cristallisent autour de Fort Sumter, occupé par une garnison fédérale qui refuse d'évacuer cette position stratégique que les autorités du Sud réclament. Lincoln fait le choix de ravitailler le fort, et donc de ne pas céder aux exigences sudistes. La réaction est immédiate. Le matin du 12 avril, le fort est bombardé. La garnison n'a d'autre choix que de se rendre. La guerre civile commence. Lincoln décrète l'état d'insurrection. Face à la situation, les États hésitants sur la marche à suivre décident de rompre. La Virginie, suivie par l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord, font sécession. La capitale confédérée est déplacée à Richmond, en Virginie. Le Kentucky, le Missouri, le Delaware et le Maryland, pourtant esclavagistes, restent quant à eux fidèles à l'Union, mais joueront sur les deux tableaux. Ils forment les Border States. La première action de Lincoln est de proclamer un blocus des ports du Sud, afin d'empêcher tout ravitaillement des États sécessionnistes. Les premières opérations de l'Union consistent à sécuriser le Maryland et le Delaware, puis de tenter d'atteindre Richmond, en passant par la Virginie occidentale. L'enjeu est pour l'Union de faire tomber la capitale des Confédérés. Mais face aux offensives du Nord, le Sud a l'avantage de la position défensive. Les armées de l'Union sont à chaque fois tenues en échec. Après la défaite de Bull Run, l'opération de la campagne de la péninsule vire au désastre lors de la bataille des 7 jours. Les armées confédérées s'illustrent quant à elles sous le commandement du général Robert Lee. Il mène une percée contre le nord. À moins de 100 km de Washington, il est finalement stoppé lors de la bataille d'Antietam. Mais face aux pertes, le Nord refuse de poursuivre Lee, qui bat en retraite vers la Virginie. Il reprend l'initiative
et atteint cette fois-ci la Pennsylvanie. Mais il est à nouveau stoppé lors de la bataille de Gettysburg. D'un côté comme de l'autre, les pertes sont très importantes. Près de 8000 hommes y trouvent la mort et 27 000 sont blessés. La bataille de Gettysburg est un tournant. Elle marque un coup d'arrêt aux offensives des sudistes, qui subissent de nombreuses défections. Les comtés de Virginie occidentale finissent même par s'ériger en État qui intègre l'Union. Sur le front de l'Ouest, le général Ulysse Grant, qui était parvenu à s'imposer dans le Missouri jusqu'au sud du Tennessee, parvient à mener les armées de l'Union jusqu'au fleuve Mississippi, tandis qu'une campagne maritime permet de prendre le contrôle de l'embouchure du fleuve. Vicksburg est assiégée et prise en juillet, coupant ainsi la Confédération en deux et isolant les États à l'ouest du Mississippi. En novembre, c'est au tour d'une ferroviaire de Chattanooga de tomber, ouvrant la voie de la Georgie. La campagne de Georgie menée par William Sherman conduit à la mise à sac et l'incendie d'Atlanta. Dans sa marche à la mer, Sherman atteint Savannah, puis remonte jusqu'en Caroline du Nord. Au nord, le succès de Grant face à Lee lors de l'offensive de la Wilderness permet aux armées de l'Union d'avancer vers Richmond. Le dernier verrou de la capitale sudiste tombe fin mars 1865, avec la prise de Petersburg, assiégée pendant 9 mois. Lee capitule suite à la bataille décisive d'Appomattox, le 9 avril. La guerre de sécession est terminée. La défaite sudiste donne l'occasion de régler la question de l'esclavage. Si la première année du conflit est plus marquée par la volonté de sauvegarder l'Union que de mettre fin à l'institution particulière, c'est afin de ménager les 4 border states, ces États esclavagistes restés fidèles à l'Union. Mais dès 1862, les lignes bougent. L'arrivée de plusieurs milliers d'esclaves fuyant le Sud pour s'engager dans les troupes fédérales pousse le Congrès à prendre une série de mesures. Le renvoi des esclaves fugitifs à leurs maîtres est interdit, et le Second Confiscation Act affranchit tout esclave fugitif ou capturé. En septembre, Lincoln fait sa proclamation d'émancipation. Elle abolit l'esclavage dans les États confédérés. Mais la valeur de cet acte est purement politique et symbolique, car il ne concerne que les esclaves du Sud qui sont hors de portée. En mars 1865, le Congrès crée un bureau des affranchis afin d'aider les esclaves libérés à se réinsérer et à faire respecter leurs droits. Mais il faut attendre décembre 1865 avec l'adoption du 13e amendement pour que l'esclavage soit définitivement aboli sur l'ensemble du territoire des États-Unis. La guerre de sécession préfigure les grands conflits à venir, par son ampleur et son changement de nature lié aux innovations techniques. L'armement s'est perfectionné avec l'invention du fusil à canon rayé, du fusil à répétition et de la mitrailleuse Gatling. Les tactiques de guerre se sont adaptées. Attaques frontales et charges à la baïonnette sont progressivement remplacées par une guerre de tranchées et de position. Hommes, armes et ravitaillements sont désormais transportés sur les différents fronts grâce au chemin de fer. La marine bénéficie aussi de la révolution industrielle. Le bois laisse place au métal, et la voile est remplacée par la propulsion à vapeur. Les innovations ne touchent pas uniquement le secteur de l'armement. Le télégraphe permet une meilleure direction des opérations depuis les quartiers généraux. L'invention du lait condensé et des conserves de viande est massivement utilisée pour nourrir les soldats. Moderne, cette guerre l'est aussi par sa couverture médiatique, comme par les reportages photos de Matthew Brady, qui permettent à la population du Nord de suivre quotidiennement le déroulement du conflit. Brady, qui considère la caméra comme œil de l'histoire, proclame la photographie comme porteuse de vérité, de mémoire et d'éveil pacifiste. Au niveau humain, les chiffres sont considérables.
2 millions de mobilisés au nord contre 1 million au sud. Les pertes sont estimées entre 600 000 et 800 000 au total. Cette guerre touche aussi les civils. La politique de la terre brûlée, menée par Sherman lors de sa marche vers la mer, dévaste de nombreux États sudistes. L'objectif est de frapper fort en plein cœur du territoire confédéré, afin de ruiner son économie et de briser son moral. L'industrie tourne à plein régime afin de fabriquer les armes nécessaires. Plus de 8 milliards de dollars sont dépensés par les deux gouvernements afin de soutenir l'effort de guerre. La guerre est donc coûteuse, et pour la financer, le National Bank Act, adopté en février 1863, cherche à établir un système bancaire fédéral. Les greenbacks, billets verts, sont imprimés en masse. Ce système donne lieu à une véritable spéculation qui permet l'enrichissement de certains hommes, comme Jay Cooke, un homme d'affaires de l'Ohio, surnommé le financier de la guerre civile. Politiquement, Lincoln s'en sort mieux que son homologue du Sud. Surnommé The Tycoon, le mania, Lincoln incarne une figure sage et ferme d'autorité. Il parvient à se faire réélire à la présidence en 1864. Au Sud, la situation est plus complexe pour Jefferson Davis. Les divisions au sein de son cabinet minent son autorité. Le système politique que s'est donné la Confédération voit la dilution de l'autorité présidentielle au profit de celle des gouverneurs d'État. Face à eux, Jefferson Davis ne parvient pas à s'imposer, et ses décisions sont sans cesse contestées. À l'issue de la guerre, il est fait prisonnier et passera 2 années enfermé au fort Monroe de Virginie. La façon dont le pays doit être reconstruit divise. Lincoln, partisan du pardon et d'une réintégration rapide des États sécessionnistes, s'oppose à un congrès beaucoup plus sévère sur la question. Le 14 avril 1865, Lincoln est assassiné par John Wilkes Booth, au théâtre Fort de Washington. L'assassin, défenseur de la cause sudiste, s'enfuit au cri de « Sic semper tyrannis », toujours ainsi que la mort vient au tyran. Le vice-président, Andrew Johnson, trouve un accord avec le Congrès après les législatives de 1866. Il amnistie les rebelles, tandis que 3 lois, les Reconstruction Acts, divisent le Sud en 5 districts militaires, dans lesquels la loi martiale est appliquée. Le droit de vote est confisqué aux Blancs ayant participé à la rébellion, et la réadmission des représentants des États du Sud au Congrès est conditionnée par leur ratification au 14e amendement, qui garantit la citoyenneté à toute personne née sur le territoire, et au 15e amendement, qui garantit le droit de vote des anciens esclaves. Les États du Sud, qui respectent les conditions imposées par le Congrès, réintègrent progressivement l'Union dans les 5 ans suivant la guerre. Au Sud, la reconstruction est mal vécue. Si l'unité nationale est officiellement retrouvée, elle semble n'être qu'une façade. Les flambées de violence à l'encontre des Noirs se multiplient, avec l'apparition de sociétés secrètes, regroupant des Blancs conservateurs et racistes, qui font régner la peur. La plus connue de ces sociétés est le Ku Klux Klan, fondé dans le Tennessee en décembre 1865. De plus, si la fin de l'esclavage entraîne le morcellement des grandes exploitations, permettant à toute une classe d'accéder à la propriété, pour beaucoup d'anciens esclaves, une nouvelle forme de dépendance se dessine. Nombreux sont ceux qui restent attachés à la terre et continuent à travailler pour leurs anciens maîtres en tant que métayers. En échange de la mise en culture d'une parcelle, le métayer reçoit un tiers de la récolte. Dépendants des planteurs, ils le sont aussi des créanciers, auprès desquels ils sont obligés de s'endetter afin de s'équiper. Des codes noirs voient le jour afin de réglementer leurs conditions de travail et leur lieu de vie, et tout est fait pour limiter le suffrage aux Noirs. Le Sud s'enferme alors dans une ségrégation sociale entre Noirs et Blancs, tandis que le retour de sudistes conservateurs au Congrès mène au retrait des troupes fédérales du Sud en 1877. La phase de reconstruction est officiellement terminée. Foncièrement différents sur le plan social et économique, la mésentente entre Nord et Sud s'est cristallisée sur la question de l'esclavage. Un problème latent, celui de l'autorité fédérale face à celle des États fédérés, a fini par entraîner la désunion de la jeune nation, conduisant à la guerre civile. La victoire du Nord a consacré l'échec du modèle agraire du Sud. Le Nord, en prenant la direction du pays, va entrer dans une expansion industrielle, commerciale et bancaire insolente. C'est le triomphe du big business. Au Sud, si l'esclavage est aboli,
l'intégration échoue avec une ségrégation qui fait son apparition, plaçant le souvenir de la guerre de sécession en toile de fond constante des contradictions de la société américaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors une nouveauté intéressante pour les donateurs, pour l'achat d'une illustration ou un don de 20 € ou plus, vous bénéficierez d'un code promo vous offrant un abonnement de 3 mois au magazine Histoire et Civilisation. Vous recevrez 3 numéros directement chez vous et aurez accès aux avantages numériques liés à votre abonnement. C'est totalement gratuit, pas besoin de carte bleue, et il n'y a aucun engagement. Alors pour cela, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee et KissKissBankBank afin d'acquérir cette illustration représentant un soldat de l'Union durant la guerre de sécession. Elle est signée Manon Potier du studio DTDA. Un grand merci à tous les donateurs, sans qui rien ne serait possible. Encore merci d'avoir visionné, et à bientôt pour un nouvel épisode.